Alors, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Agile Metesh. Je suis Mathieu, je suis coach Agile chez Agile Partner. Et aujourd'hui, je vais laisser la place à Cédric qui va venir nous parler des pratiques agiles de développement logiciel. Je vous rappelle que les Agile Metesh ont lieu un mardi sur deux et que les sessions sont enregistrées et que les replays sont diffusés 2 semaines après la session. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver le replay de la session d'il y a 2 semaines en arrière, qui portait sur la définition, l'agilité, c'est quoi en entreprise. J'ai terminé pour cette première présentation, cette introduction, et je vais laisser la place dès maintenant à Cédric. Merci Mathieu. Et pour ceux qui se demanderaient où est-ce qu'on trouve le replay, c'est sur la chaîne YouTube d'Agile Partner, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, comme ce magnifique slide l'indique, je suis Cédric, je suis CTO d'Agile Partner et Agile Coach. Donc, je connais un petit peu ce que sont les pratiques de développement agile, puisque je les ai moi-même mises en œuvre au sein de plusieurs équipes depuis plusieurs années. Donc, cette session sera interactive. Et on va commencer tout de suite par une première question. J'espère que vous arriverez à utiliser Slido. Donc, Slido, vous pouvez utiliser soit votre téléphone et puis scanner le magnifique QR code qui s'affiche dans le coin de l'écran. On va peut-être muter les gens qui font beaucoup de bruit. Je coupe vos micros de mon côté. Voilà. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. En attendant, merci de vous connecter sur Slido et puis soit en utilisant le QR code, soit en allant sur slido.com et en tapant ce code et répondre à la question suivante, c'est-à-dire quand vous développez une application, est-ce que c'est habituellement soit une application jetable que vous n'aurez pas à maintenir, soit une application qui durera dans le temps et qu'il faudra maintenir. Donc on va vous laisser 1 minute pour répondre à cette petite question. Je vais mettre le Slido dans le chat, comme ça, même s'il n'est plus à l'écran, vous le verrez quand même. Bon, c'est bien, ça laisse le temps aux derniers arrivants de se connecter. On a 11 réponses pour l'instant. Vous êtes 100% sur une application qui durera dans le temps. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous connecter à Slido. Et si, Mathieu, tu pourras peut-être rappeler dans le chat le Slido. Mais en attendant, voilà, on va avancer un petit peu parce qu'on n'a qu'1 heure et le temps passe vite. Donc, petite statistique, à l'heure actuelle, dans le monde, il y a environ entre 26 et 27 millions de développeurs logiciels, développeurs ou développeuses d'ailleurs, hein, la statistique ne le dit pas. Mais donc les prévisions disent que d'ici 2030, on aurait jusqu'à 45 millions de développeurs dans le monde. Donc, avec de plus en plus de logiciels qui est présent dans notre quotidien dans le monde entier, ça commence à devenir vraiment urgent parce que notre responsabilité sociale en tant que développeur nous amène à dire qu'il faut qu'on trouve des moyens de travailler de manière un peu plus intelligente et comme certaines industries, de manière un peu plus mature. Il est grand temps que notre industrie, l'industrie du logiciel, qui est à l'échelle de la planète relativement récente, mais qui a quand même, on va dire, bon an, mal an, une 50aine d'années, voilà, il est temps qu'on se mette à développer de manière plus rigoureuse et avec des pratiques qui soient vraiment à un niveau de maturité qu'on peut attendre de nous. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion de dette technique,
la notion de dette technique, je crois que c'est Ward Cunningham, qui est un des auteurs de l'Agile Manifesto, qui l'a abordé pour la première fois. On a plusieurs manières d'accumuler de la dette technique. On peut être soit reckless, donc on va dire un petit peu je m'en foutiste, ou alors prudent. Et elle peut s'accumuler de manière délibérée ou de manière vraiment un petit peu malencontreusement, en tout cas contre notre gré. Et si on est dans le carré reckless et délibéré, c'est voilà, on n'a pas le temps de faire du design et on accumule de la dette technique parce que notre design, on ne prend pas le temps d'en faire et c'est vraiment une décision consciente entre guillemets de ne pas le faire. Prudent, ça veut dire ouais, on sait qu'on va accumuler de la dette technique, mais voilà, on a des circonstances qui fait que on est obligé d'en accumuler parce qu'il faut qu'on ship, faut qu'on sorte le logiciel rapidement, et donc on sait qu'on accumule de la dette technique, mais on n'a pas vraiment le choix. Et puis il y a la dette technique donc qu'on accumule sans vraiment s'en rendre compte ou sans que ce soit délibéré. Et là, c'est vraiment quand on est reckless, c'est en fait on ne sait pas vraiment bien développer du logiciel. Donc, qu'est-ce que c'est que du layering? C'est quoi de l'architecture? On n'est pas trop au courant. Et quand on est prudent et que on s'aperçoit qu'il y a de la dette technique qui s'est accumulée, c'est en fait quand on a fini notre projet, on sait à peu près ce qu'on aurait dû faire pour éviter la dette technique. Mais ça, on ne le sait pas forcément à l'avance. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de dette technique? Parce que c'est souvent ce qui rentre en ligne de compte quand on oppose les deux choses qui sont vraiment le souci quotidien d'une équipe de développement, en tout cas une équipe de développement agile, c'est la qualité d'un côté et la rapidité, la vitesse de livraison de l'autre. Donc une équipe doit normalement atteindre un bon niveau de vitesse, une bonne vélocité et en même temps assurer une haute qualité du logiciel. Et donc tout ça, quand on va trop vite, on accumule de la dette technique. Et si on élimine toute la dette technique, on va plus assez vite et on risque de manquer la fenêtre de tir pour réaliser le software. Et du coup, on a des utilisateurs mécontents ou éventuellement, on a perdu un avantage compétitif sur notre marché. Donc, deuxième question, Slido. D'après vous, quelles pratiques d'ingénierie permettent de maintenir un bon niveau de qualité? Pour ceux qui n'étaient pas connectés tout à l'heure, je vous invite à scanner le QR code ou alors à aller sur slido.com et à taper le code qui est là, donc 071 77 2, et vous devriez pouvoir répondre à cette question. Donc on voit qu'il y a des mots qui commencent à arriver: Continuous Improvement, TDD, le Waterfall. Intéressant. Lean, ouais. Les tests, ouais, effectivement, les tests sont souvent un moyen d'assurer de la qualité. Le pair programming. Code review, ouais, le développement itératif. L'UX, ouais. Les tests unitaires et les tests d'intégration. Ah, l'UX est en train de gagner du poids, effectivement. Ok, donc effectivement, il y a pas mal de pratiques qui ont été citées, et n'hésitez pas à en rajouter dans le nuage de mots pendant que je continue à parler. Donc, la grande majorité des pratiques qui sont encore à l'heure actuelle reconnues comme étant des bonnes pratiques dans le mouvement agile viennent d'Extreme Programming, en fait. Donc Extreme Programming qui a été créé par Ken Beck
et on les représente dans Extreme Programming sous forme de ces 3 cercles. Donc, et puis il y a aussi d'autres pratiques qui sont venues un petit peu plus tard, notamment via Robert C. Martin, qui est aussi un des auteurs de l'Agile Manifesto, qui a écrit le bouquin sur Clean Code, et puis le bouquin de Sandro Mancuso, de Software Craftsman. Il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer. Et puis on a des choses qui viennent plutôt encore un peu plus tard, plutôt du mouvement DevOps, et de choses, notamment dans le bouquin Release It aussi, où il y a pas mal d'informations intéressantes. Il y a plein d'autres bouquins comme ça, mais voilà, c'est pratique. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on va parler de ces pratiques-là. Donc le pair programming, l'automatisation des tests, le refactoring, le test-driven development, la notion de coding standards, la specification by example, le collective ownership, l'intégration continue, les stratégies de branching et l'expression build once, deploy many, qu'on pourrait rapprocher du continuous deployment ou continuous delivery. Donc on va commencer par le pair programming. Donc le pair programming, en quoi ça consiste? Ça consiste à avoir 2 développeurs qui vont travailler sur une seule machine, en partageant. Alors là, sur la photo, ils ont 2 claviers, c'est peut-être pas plus mal. D'habitude, on dit qu'il faut partager le clavier, il faut se l'échanger, mais bon, on peut aussi travailler avec 2 claviers, c'est pas un problème. En tout cas, voilà, il y a 2 développeurs, l'un qui va avoir le clavier qu'on va appeler le driver, et puis l'autre qui va être quand même activement impliqué dans les tâches de programmation, mais qui, au lieu d'être vraiment dans l'immédiat, va être plutôt en avance de phase. C'est ce qu'on appelle le navigateur. Donc, comme vous avez compris la métaphore du rallye automobile, hein, le pilote, il est en train de se concentrer sur ce qui se passe en ce moment, alors que le navigateur, il aide le pilote à savoir ce qui va se passer dans les quelques secondes, minutes à venir. Donc le navigateur, il va essayer de regarder un peu plus la big picture, alors que le driver, lui, va être en train de coder cette ligne de code-là et de la faire fonctionner. Donc quels sont les bénéfices qui sont cités, et d'ailleurs cette source, la source de ce slide, c'est le site de l'Agile Alliance. Donc quels sont les bénéfices qu'on cite régulièrement? C'est le pair programming nous permet d'améliorer la qualité du code. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'équivalent d'une code review, mais en live. C'est-à-dire que comme on est à 4 yeux, il y a peu d'erreurs qui passent le filtre des 2 personnes qui sont en train de regarder le code en même temps. Ça permet aussi de mieux partager la connaissance, puisque un nouvel arrivant dans une équipe, par exemple, en pair programmant, il va commencer à apprendre le métier, à apprendre les règles de fonctionnement de l'équipe et la manière de gérer le backlog, par exemple. Il l'apprendra grâce à la personne avec qui il pair programme. Donc c'est une très bonne solution de faire monter quelqu'un sur les connaissances métiers, mais aussi sur les compétences techniques. C'est-à-dire que si vous utilisez une techno qu'une personne ne maîtrise pas forcément super bien, le fait de la faire pair programmer avec quelqu'un qui maîtrise très bien cette techno, en fait, le gap va se combler très rapidement et il y a une très grosse montée en compétences qui va se faire. On a aussi une réduction des efforts de coordination. Si vous avez une équipe avec, je sais pas moi, 8 développeurs par exemple, c'est 8 personnes qui doivent se synchroniser. Alors certes, on a des meetings en agile, mais voilà, si vous avez que 4 pairs, finalement, c'est 4 pairs à synchroniser, ce qui fait qu'on a un effort de coordination moindre. Ça ne veut pas dire qu'on va moins vite pour autant. Ça, on en reparlera derrière. Et puis, on a quand même une amélioration du fait que les gens sont moins interrompus quand ils sont en pair, parce que on voit qu'ils sont en train de bosser sur quelque chose d'important, il y a des échanges qui se passent entre 2 personnes, et de l'extérieur, en fait, les gens ont moins tendance à venir interrompre. Et accessoirement, il y a aussi une meilleure résilience. S'il y a un des membres de la paire qui tombe malade, par exemple, l'autre personne peut continuer à avancer sur la tâche, sur la user story sans que ça pose problème. Donc il y a plein
davantage au pair programming. Et pour avoir pair programmé, moi, maintes fois dans ma vie, je peux vous assurer qu'une journée de 8 heures de pair programming, vous sortez de là, vous êtes intellectuellement, vous avez été bien challengé. Hein. C'est assez intense, une journée de pair programming. Et on est très loin de se dire, de ce que certains peuvent s'imaginer, de dire ouais, les gens en fait ils discutent au lieu de travailler. Non, c'est du travail très très intense. Donc, d'après vous, quelle est la critique la plus souvent opposée au pair programming? Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a une qu'on entend très très souvent et que j'ai entendu un nombre de fois assez important. Allez, on attend jusqu'à 10 et après à 10, je révèle les résultats de vos réponses. Ce qui n'empêche pas que les autres, vous pouvez continuer à répondre, bien évidemment. Alors, donc inefficient time consuming, ouais, le coût, oui, effectivement, c'est moins rentable que deux développeurs soient sur deux stories différentes, ouais. Discussion de comptoir, trop cher en ressources, ouais, perte de temps, productivité divisée par 2, perte de temps, quart de dev sur un ticket, sur coût, le coût, etc. Effectivement, donc le coût et le temps sont les deux grandes critiques qu'on entend quand on parle de pair programming. Alors, en termes d'overhead, alors c'est très empirique, hein. Il n'y a pas vraiment une étude qu'on peut citer où on puisse dire voilà, ça c'est le chiffre du surcoût du pair programming, mais empiriquement, on estime à 15% l'overhead du pair programming quand le pair programming est systématique. Il y a aussi une méconception, on va dire, sur la notion de pair programming, c'est que les gens pensent que le pair programming, ça doit être 100% du temps. C'est-à-dire, les développeurs, ils ne font plus que du pair programming. Je peux vous dire que si vous faites ça, en général, les gens dans votre équipe vont être un petit peu mécontents et très très fatigués en général, parce que c'est quand même, comme je l'ai dit, intellectuellement demandant. Et l'idée, c'est plutôt de dire, on va pair programmer peut-être 6 heures sur une journée de 8 heures maximum. Mais on ne va pas forcément faire toutes les user stories en pair programming, d'une part. Si c'est un petit bug fixe, on écrit un test, on fixe le bug, et puis après on passe à autre chose. On n'a pas besoin d'être en pair pour faire ça. En général, on va pair programmer sur les user stories les plus complexes, ou là où justement on veut faire monter en compétence quelqu'un, ou des choses comme ça. En tout cas, le constat, c'est que pour un overhead de 15%, et une fois de plus, c'est un chiffre empirique, je ne peux pas vous sortir l'étude statistique qui prouve ça, on dit que ces 15%, ils sont assez vite compensés en fait par le gain en qualité de code. Parce que comme je l'ai dit, le fait d'avoir deux personnes qui travaillent sur le même code en même temps, ça donne en général un code de très haute qualité. Il y a très peu de défauts qui vont passer le filtre. Et en général, c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner sur le long terme en termes de coût, effectivement, qui est la deuxième grande critique qu'on entend sur le pair programming. On va vraiment gagner à long terme. C'est vraiment, on investit dans du foncier. Donc, il y a Barry Boehm dans une étude qui s'appelle Software Defect Reduction Top 10 List, qui est une vieille étude qui date de 2001, c'est la même date que l'Agile Manifesto accessoirement, qui dit que voilà, les peer reviews, ça permet d'attraper 60% des défauts, de résoudre, d'éviter 60% des défauts. Donc, ce chiffre est énorme. Hein. Et là, pour le coup, alors je vous invite à aller regarder l'étude. Il y a des chiffres qui sont justifiés a priori dans cette étude. Une autre information dans la même étude, c'est que voilà, trouver et corriger un bug en production, ça coûte jusqu'à 100 fois plus cher que lorsque le bug est trouvé en phase soit d'analyse, soit de design. Donc, admettons, si on parle agilité, en cours d'un sprint. Donc, ce chiffre-là, il est prouvé par une étude d'IBM qui dit que voilà, en phase de design, si on considère que le bug il vaut 1, en phase d'implémentation, le bug il vaudra 6,5, en phase de testing il vaudra 15, et vous voyez le carré rouge là, il dépasse mon écran de loin parce que j'avais pas la place de le mettre. En maintenance, il vaut jusqu'à 100 fois plus.
Donc la notion de ça prend du temps et c'est moins rentable et ça coûte plus cher, ouais, il faudrait peut-être challenger un peu ça, parce que en l'occurrence le pair programming permet vraiment d'améliorer la qualité, d'éviter surtout des defects, puisque comme on a vu une code review, ça permet d'éviter 60% des defects, et du pair programming c'est par essence une code review mais en live. Donc ça nous permet d'être vraiment extrêmement efficace. Donc, deuxième des pratiques dont on va parler aujourd'hui, c'est l'automatisation des tests. Donc, l'automatisation des tests, comme vous le pouvez voir sur cette pyramide, dans un mode, on va dire, assez traditionnel, on va être plutôt sur, on veut trouver les bugs. Donc, on va souvent avoir beaucoup de manual testing, en général fait par des équipes QA qui sont en dehors de l'équipe de développement, qui vont utiliser le front ou l'UI pour vraiment tester l'application. Et puis tous ces tests-là, ce sera des tests manuels qui vont être prendre pas mal de temps et qui vont être difficilement répétables et assez chronophages. On aura ensuite peut-être un petit peu d'automatisation avec des tests suites automatisés et peut-être quelques unit tests, mais c'est rare. En fait, c'est ce qu'on essaye d'éviter en Agile. On veut inverser cette pyramide avec vraiment l'idée de prévenir les bugs à l'avance et d'assurer la qualité de manière intrinsèque. Donc on va essayer d'avoir une base avec beaucoup d'unit tests, très très nombreux et très très rapides à exécuter pour nous donner du feedback rapide. Ensuite, on va essayer d'automatiser nos tests d'acceptation en français, le maximum possible. Et on va même aller jusqu'à automatiser les UI tests. Vous voyez quand même que c'est une pyramide, donc ça veut dire que ceux-là, ils coûtent pas cher à écrire, les unit tests. C'est des tâches de développeurs, c'est du code. Les développeurs, ils sont dans leur précaré, ils sont contents. Les tests d'acceptance automatisés, c'est un petit peu plus compliqué. On parlera tout à l'heure de comment on peut le faire. Automatiser des tests devant l'UI, ça devient un petit peu plus compliqué, même si maintenant, de nos jours, on a des outils qui nous permettent de faire ça. Je pense notamment à Cypress pour tout ce qui est web, qui est un outil qui est assez bien fichu pour ça. En tout cas, on veut éviter d'avoir plein de tests automatisés ici, parce que ces tests, ils peuvent potentiellement coûter cher à maintenir. Et ce qu'on veut surtout avoir, c'est quand même la capacité pour les QA, ou les testeurs agiles, de faire ce qu'on appelle de l'exploratory testing, c'est-à-dire d'utiliser leur connaissance de leur métier de test pour vraiment aller tester les choses qui sont difficilement automatisables. Typiquement, tout ce qui est user experience, tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est, même si on a des outils qui permettent de tester l'accessibilité de nos jours, c'est quand même beaucoup plus difficile à tester de manière automatisée. Donc en fait, nos testeurs, ils vont pouvoir tester ce genre de choses avec des scénarios assez complexes, avec des edge cases ou des choses comme ça, qui peuvent potentiellement devenir des tests automatisés par la suite. Mais on veut vraiment essayer de favoriser le fait que on a un être humain qui a une capacité de raisonnement bien supérieure à ce qu'un test automatisé pourra faire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon, c'est checking versus testing. Donc checking, c'est ce que font les unit tests par exemple, ou ce genre de choses. Testing, on a vraiment une démarche derrière de validation de la qualité et surtout de est-ce que ça correspond aux besoins métiers. Donc, quels sont les avantages qu'on peut avoir à automatiser les tests? C'est évidemment, on a un taux de défaut qui va descendre. Certaines équipes parlent même de zero defect. On a l'avantage, puisque c'est automatisé, d'avoir du feedback rapide. On peut lancer la suite de tests aussi souvent qu'on le veut. En tout cas, les unit tests vont nous donner du feedback dans les quelques minutes qui suivent maximum. Et donc, on va très vite savoir si on a cassé quelque chose ou pas. Ça va nous permettre donc d'avoir des testeurs qui ont toujours un rôle dans l'organisation, dans l'équipe, mais qui vont avoir un rôle à plus haute valeur ajoutée en se focalisant principalement sur du test d'exploration. Et puis, on va se focaliser donc sur le checking avec des tests automatisés.
Donc, encore une petite question. Est-ce que dans vos équipes, vous automatisez vos tests, alors de tests unitaires, des tests fonctionnels ou des tests UI? Ok, donc il y a une personne qui utilise déjà. Déjà, voilà, les tests fonctionnels ont un peu moins. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, ça remonte. Bon, je suis content de voir qu'il y en a 100% d'entre vous qui font des tests unitaires, c'est déjà bien. Par contre, les tests UI n'ont pas grand succès, hein, il faut être clair. C'est pas évident hein, de maintenir des tests UI sur le long terme. On a fait une session justement sur Cypress et d'autres outils vendredi dernier dans notre communauté tech interne chez Agile Partner. C'est vrai que les outils ont fait beaucoup de progrès. Et je pense que jusque-là, c'était majoritairement un problème d'outillage qui. Après, voilà, j'ai des clients qui font du Qt, C++. Les tests sur l'UI, c'est un peu plus compliqué dans ces cas-là, parce qu'il y a des produits, mais ça coûte très très cher en licence. Alors, passons à la troisième pratique qui est le refactoring. Donc, le refactoring, il y a un bouquin complet qui a été écrit sur la notion de refactoring par Martin Fowler. C'est la Bible du refactoring. Hein. Et qu'est-ce que c'est le refactoring? Finalement, ça consiste à améliorer le fonctionnement ou la structure interne du programme sans forcément en changer le comportement. Donc, typiquement, on va avoir une classe on va garder la même signature de méthode, on va garder la même interface. En revanche, on va réimplémenter la manière dont on répond à la question ou dont on traite dont on réalise le traitement pour que le design de l'ensemble de la classe soit amélioré et en utilisant les principes de développement objet, par exemple, comme solide. Donc, on ne va pas aborder ça aujourd'hui, on n'aurait pas le temps, mais voilà. On évite surtout tous ces codes smell là qu'on voit à l'écran, donc le code dupliqué, les méthodes trop longues, le fait d'avoir trop d'arguments dans une méthode, par exemple, les commentaires qui ne servent à rien, etc. Toutes ces notions qui viennent d'ailleurs de Clean Code. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, je vous encourage fortement à le lire. C'est aussi une des bibles. Et donc, on va essayer de refactorer, c'est-à-dire qu'on va utiliser des patterns comme le fait d'extraire des méthodes pour splitter une longue méthode en plusieurs plus petites méthodes qui sont plus atomiques, qui ont un niveau d'abstraction un petit peu meilleur. Et donc, en refactorant notre code régulièrement, on ne va pas forcément changer le comportement, ce qui devrait faire que nos unit tests vont toujours être verts, vont toujours passer. En revanche, on va améliorer la manière dont le code est écrit. Sachant que du code est plus souvent lu que écrit. Vous l'écrivez en général une fois, alors qu'il y a potentiellement des dizaines de personnes qui vont le lire parce que les gens vont devoir y revenir peut-être de temps en temps. Donc, c'est une bonne chose d'avoir du code qui est bien propre et refactoré. Donc, ce qu'on constate comme bénéfice de la pratique du refactoring régulière, c'est l'amélioration objective des attributs de code tels que la longueur du code, le fait d'éviter la duplication, le fait de garantir un couplage faible entre les éléments et une cohésion forte au sein de ces différents éléments de code, et puis une réduction de la complexité cyclomatique. Alors, c'est bien un grand mot, pour dire en gros c'est le nombre dans votre call stack et les choses comme ça et les méthodes qui s'appellent les unes les autres et des choses comme ça. Ça nous aide aussi donc à avoir une meilleure compréhension du code. Si vous avez du code qui est propre et pas cryptique, quand vous aurez besoin de le relire, et moi ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à tous les développeurs de relire du code que vous avez écrit il y a plusieurs années. Quand vous revenez dessus, vous vous dites oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qui a écrit ça? Ah bah ouais, c'est moi. Et on s'aperçoit que voilà, si on ne fait pas l'effort d'essayer d'avoir un code bien propre et bien clean, on se maudit soi-même plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Ça encourage aussi tout le monde au sein de l'équipe à penser
au design en fait, à prendre des décisions éclairées, on va dire, ou en tout cas conscientes sur le design, puisque l'idée c'est vraiment de jamais partir en production avec du code qui n'a pas été refactoré, où on ne s'est pas posé ces questions-là. Et puis ça permet de faire émerger des éléments de code ou d'architecture réutilisables. Alors certes, il ne faut pas aller trop vite vers la réutilisation, mais pouvoir quand même capitaliser sur des choses qui ont déjà été écrites et la réutilisabilité, c'est une bonne chose à long terme. Et donc pour ce faire, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est du test-driven development, puisque la notion de refactoring, comme vous le voyez à l'écran, fait partie de test-driven development. Donc test-driven development, c'est vraiment un processus où on va écrire un test à l'avance, on va lancer le test et garantir que le test va être rouge, c'est-à-dire qu'il va être cassé. On va faire ensuite le minimum nécessaire pour que le test devienne vert, c'est-à-dire qu'il réponde aux besoins. Et ensuite seulement, une fois que le test est vert, on va refactorer notre code. Et puis ce cycle-là, il va se répéter plusieurs fois. On va écrire un second test qui va tester une chose en plus, et puis on va faire le test va casser, évidemment, puisqu'on n'a pas encore écrit le code de production. On va ensuite écrire le code qui fait passer le test, et enfin, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre design ? Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Est-ce qu'il y a des choses où on peut éviter de la duplication, etc., etc. Et notre test doit rester vert, évidemment, à ce moment-là. Et puis ensuite, on va écrire un troisième test, etc., 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 jusqu'à temps que on ait répondu à notre besoin d'ensemble. Donc, c'est quelque chose où on constate évidemment aussi que ça a fait réduire le nombre de défects qu'on peut constater au sein du code. Ça va aussi réduire la complexité de notre code en général, puisque on a vraiment ce qu'on appelle des baby steps, c'est-à-dire des très petits pas pour en fait avancer vers la réponse aux problèmes qu'on essaie de résoudre. Et le fait d'avoir ces très petits pas va éviter que on ait de l'overdesign, par exemple. Il y a une vidéo assez célèbre où Uncle Bob, qui est un des promoteurs de test-driven development, explique sur un bowling kata, par exemple. Donc l'idée, c'est de vraiment essayer de calculer les scores au bowling. Il dit voilà, on est des développeurs, on fait du développement objet, on pourrait prendre ce problème et dire voilà, il y a une classe qui est un frame, il y a une classe qui est un lancer, il y a voilà, ça c'est le jeu, il y a plusieurs frames avec des lancers, et puis il fait un design quand même qui paraît plutôt bon, et après il résout le bowling kata en TDD pur, et finalement il aboutit avec une seule méthode qui fait tout. Et la méthode, elle fait 12 lignes de code, je crois, quelque chose comme ça. Donc le fait de passer par du TDD nous amène parfois à résoudre des problèmes, uniquement le problème qu'on a à résoudre et pas autre chose, de manière beaucoup plus efficace, sans faire nécessairement d'overdesign. Donc ça nous permet d'améliorer la qualité de notre design de manière générale. Et il y a aussi un side effect assez positif, on va dire, qui est ça documente notre code. Le fait d'avoir des tests, et si pour peu que les tests soient bien écrits avec des noms de tests qui soient parlants en termes de règles métiers, etc., ça nous permet finalement de documenter notre code. Et on y reviendra un petit peu quand on parlera de specification by example. Donc, une des critiques qu'on rencontre souvent sur le test-driven development, c'est oui, mais c'est quand même bizarre d'écrire les tests à l'avance, c'est pas applicable dans tous les cas. Effectivement, c'est pas parce qu'on parle de test-driven development en agile qu'il faut le faire sur tout, en permanence et tout le temps. Une fois qu'on a pris l'habitude de le faire, il faut admettre que moi j'ai eu du mal à m'y mettre comme tout le monde. Hein. Au début, c'est vraiment un cheminement mental, il faut s'habituer à le faire. Mais une fois qu'on a pris l'habitude de le faire, on a du mal à s'en écarter finalement. On a du mal à revenir en arrière. En revanche, voilà, il y a des choses sur lesquelles je ne m'imaginerais pas faire du test-driven development, notamment tout ce qui est sur l'UI, le front, parfois on ne va pas test-driven développer, je ne sais pas si ça se dit, le fait de designer nos écrans, etc. etc.
Ça, c'est beaucoup plus... ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc souvent, ça n'empêche pas qu'on peut unit tester, mais on aura plutôt tendance à unit tester typiquement un contrôleur ou quelque chose comme ça a posteriori, et non pas en test driven. Donc il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce que voilà, c'est pas une pratique, elle n'est pas forcément à mettre en œuvre 100% du temps tout le temps. C'est pareil pour le pair programming. Pratique suivante, les standards de code. Donc là, voilà, au sein d'une équipe où on a plusieurs personnes, si chacun y va de sa petite habitude, avec sa manière de nommer les choses, sa manière d'écrire le code, sa manière de mettre la curly bracket à la fin de la ligne ou alors à la ligne. Alors après, il y a des grands débats. Est-ce qu'on met des tables ou est-ce qu'on met des espaces? Enfin, tous ces débats-là au sein des équipes de développement, c'est vraiment des choses récurrentes. Ça est même devenu des blagues, mais la question ne devrait même pas se poser en fait. Nos outils de développement, les IDE modernes, permettent d'instaurer des standards de code. Il y a des outils comme SonarCube aussi qui font de l'analyse statique de code et qui nous permettent de garantir que nos standards d'équipe sont respectés. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est se poser la question avec l'ensemble de l'équipe, quels sont les standards sur lesquels on se met d'accord. Et ensuite, ces standards-là, on a des outils qui vont les checker et qui vont les assurer. Donc avant de committer quoi que ce soit comme code, normalement, ils doivent respecter les standards de code. Ce qui fait qu'on ne devrait pas voir la différence, ou alors pas de différence flagrante, peu importe le membre de l'équipe qui a écrit le code. Le code devrait être relativement homogène. Donc on a une code base qui est consistante et homogène, ce qui permet de la rendre plus maintenable à long terme. Elle est plus facile à lire et à comprendre puisque on écrit tous plus ou moins avec la même grammaire entre guillemets. On évite de perdre du temps en long débat. Alors évidemment, quand on se décide sur les coding standards, là ça peut créer des débats, mais une fois qu'on a arbitré, qu'on a décidé, on ne se pose plus la question parce que en général les outils qui vont assurer ces standards de code documentent aussi ces standards. Donc typiquement, on va voir les règles dans SonarCube, on dit ça c'est nos règles de fonctionnement et c'est comme ça. On n'a plus besoin de se poser la question, c'était quoi déjà nos règles de fonctionnement? On les a déjà. Ça réduit aussi le temps pour onboarder un nouvel arrivant dans l'équipe. C'est quoi les coding standards? Regarde, ils sont documentés là. Ton IDE, il y a les settings à mettre en place et il va t'assurer que tu respectes nos coding standards. Et donc, ça évite que cette personne-là se pose des questions. Et comme la code base est homogène, elle est plus facile à lire aussi pour cette personne qui vient d'arriver dans l'équipe. Voilà. Et ça, le dernier point, le fait qu'on ait de l'analyse statique de code, je l'ai déjà cité. Donc, important d'avoir des coding standards. Et on en arrive donc à Specification by Example. Donc, Specification by Example, c'est vraiment une approche collaborative. On part des requirements, mais au lieu d'essayer de donner les requirements de manière assez abstraite en disant ça doit faire ci, ça doit faire ça, on va vraiment utiliser des exemples concrets. Donc, l'exemple, ça va être étant donné tel contexte dans mon application, quand je fais ça, alors j'attends tel résultat. Donc, c'est quoi les inputs? C'est quoi les outputs attendus? Et ça peut nous permettre de spécifier vraiment les choses. Donc, ça va nous permettre de spécifier. Donc, on pourra trouver des tests d'acceptation dans nos user stories, par exemple, dans notre backlog, qui vont utiliser, alors là on voit ça, le format given when then qui est souvent associé à specification by example, c'est la syntaxe qu'on appelle Gherkin. Donc given étant donné mon contexte, when quand je fais ça, quand je déclenche mon action sur mon système, alors j'attends ce résultat. Ça nous permet non seulement d'expliciter nos tests, ça nous permet de clarifier nos requirements, nos user stories. Ça nous permet aussi d'avoir des choses qui soient lisibles et explicites. Et ça nous permet de documenter.
Donc c'est vraiment les grands avantages qu'on voit, c'est on a une communication qui est plus simple entre le business et les développeurs, puisqu'on a un langage usuel qui est utilisé pour décrire des exemples concrets. Et ça nous permet de mieux comprendre les choses en tant que développeur. C'est-à-dire, on va commencer à utiliser le langage du métier et non plus une sorte de jargon technique de développeur. On va vraiment s'approprier le langage du métier parce que nos exemples vont être exprimés avec ce langage du métier. Nos tests vont être lisibles par des êtres humains, ça veut dire que n'importe qui nous demande comment fonctionne cette fonctionnalité. On va pouvoir leur montrer l'ensemble des tests et ils vont pouvoir lire les tests comme ils liraient, peut-être pas un bon roman, on ne va pas exagérer, mais en tout cas, comme il lirait une spécification dans un document Word, sauf que là, cette spécification, en fait, elle est exécutable. Grâce à cette syntaxe Gherkin, on a des outils. Alors, il y a Cucumber qui vient plutôt du monde Java, je crois, et Ruby. Il y a SpecFlow qui existe plutôt en .NET. Il y en a beaucoup d'autres qui vont être capables de prendre un fichier texte dans lequel on a des tests, des exemples qui sont spécifiés sous forme textuelle et qui vont être capables d'automatiser. Donc il y a un petit travail de développement à faire, mais on va pouvoir ensuite faire lancer automatiquement tous ces tests qui vont être spécifiés de manière textuelle. Donc c'est assez puissant et ça permet vraiment d'une part d'automatiser ce qu'on disait tout à l'heure, les tests d'acceptation ou d'intégration sont automatisables et ensuite ça nous permet d'avoir vraiment tout ce que je viens de dire avec des choses qui sont beaucoup plus faciles à comprendre et qui permettent de mieux collaborer entre le business et les devs. Et donc, c'est vrai que juste pour info, il est presque 45. Oula, je parle trop. Donc j'accélère. Donc Specification by Example, le bouquin par Goiko Hadjic, très intéressant. Collective Ownership. Donc l'idée du Collective Ownership, c'est que on n'a pas de chasse gardée au sein du code. C'est pas ce morceau de code là, c'est moi qui l'écris, donc il n'y a que moi qui ai le droit de le modifier. Non, l'ensemble de l'équipe est encouragé à modifier l'ensemble du code. Et si vous passez quelque part dans le code et que vous voyez du code qui est pas aussi propre qu'on le souhaiterait, on applique la règle du Boy Scout qui consiste à laisser le camp plus propre quand on repart que quand on est arrivé. Donc on va refactorer le code. Voilà, ça permet de rendre les gens aussi au sein de l'équipe plus responsables de l'ensemble de la qualité du code. Ensuite, on a la notion d'intégration continue. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire que on va, pour éviter d'avoir des problèmes j'ai un développeur qui modifie du code d'un côté, un autre développeur qui modifie du code de l'autre, et à un moment, quand ils essaient d'intégrer, il y a des conflits, on va le faire de manière continue et automatisée. Donc ça permet de réduire les risques de conflit, ça permet d'améliorer la fameuse boucle de feedback. Ça permet aussi de corriger les bugs le plus rapidement possible parce que non seulement on va builder le code, mais on va aussi lancer les tests de manière automatisée, comme on l'a vu. Et donc ça nous fournit un filet de sécurité qui fait que normalement, si nos tests à un moment cassent, on va le voir tout de suite. Pour ce faire, il faut en général passer par l'implémentation d'une stratégie de branching. Donc dans Git notamment, on va essayer d'avoir vraiment de manière explicite des règles au sein de l'équipe. Et donc une stratégie de branching qu'on voit de plus en plus recommandée, c'est le fait de faire ce qu'on appelle du trunk base, c'est-à-dire avoir un seul trunk ou main, et puis d'avoir des feature branch. Donc pour chaque nouvelle user story, on va créer une feature branch, et puis quand la user story est implémentée, on merge. Ça a l'avantage de pouvoir se faire grâce à une pull request. Donc pour ceux qui connaissent un peu Git, on va créer la feature branch, on va ouvrir une pull request quand on a fini l'implémentation. Quand la pull request est acceptée, à ce moment-là, elle est automatiquement mergée.
Et ensuite, on va pouvoir aussi gérer les bug fixes ou les hotfix en production de manière assez simple. Et on va vraiment essayer de garantir que nos branches, elles ont une durée de vie minimum pour éviter trop de complexité. Ça nous permet aussi d'avoir un historique assez clean dans Git, ce qui n'est pas, une fois de plus, qui facilite la compréhension et la maintenance à long terme. Voilà. Et puis, la dernière des pratiques, c'est build once, deploy anywhere. On dit parfois aussi build once, deploy many. L'idée, c'est vraiment de dire que si vous testez sur quelque chose qui est buildé, si vous rebuildez par la suite pour déployer, bah, c'est pas ce que vous êtes en train de déployer, c'est pas ce que vous avez testé. Donc normalement, le principe, c'est de dire on va faire un build, créer des artefacts, des DLL, des exécutables, des choses comme ça, en tout cas un fichier binaire, et ensuite on va tester cette chose-là. Et c'est cette chose-là qui a été buildée qui va être déployée dans les différents environnements. Et ce qu'on va faire pour pouvoir déployer, c'est juste changer les configs. Le binaire, lui, ne devrait pas changer. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça nous permet d'atteindre quoi comme avantage? C'est que on ne déploie que quelque chose qui a été vraiment testé, et pas quelque chose où, entre-temps, potentiellement, il y a eu des changements, notamment, il peut y avoir des changements au niveau des dépendances. Entre le moment où vous avez buildé et testé et le moment où vous rebuildez pour la production, par exemple, s'il y a des dépendances dans NPM, dans je ne sais pas, Nugget ou d'autres choses comme ça qui ont changé, avec une nouvelle dépendance qui est arrivée, potentiellement vous allez déployer la nouvelle dépendance et pas celle que vous avez testée. Ça peut amener à des bugs bizarres et vous allez vous gratter la tête. Je l'ai vu ça en live coding dans une session, dans une conférence. C'est le gars, entre le moment où il avait testé son truc et où il live codé dans la session, la dépendance avait changé et ça marchait plus. Ça peut arriver en prod aussi. Donc on a une meilleure traçabilité aussi de ce qui est déployé où, et parce qu'on a une gestion des numéros de version qui est bien propre. On a des configurations qui sont maintenues par les ops et non pas par les devs. Les devs ne devraient pas normalement avoir besoin de connaître les passwords en production et des choses comme ça. Et puis, pour ceux qui sont dans des environnements régulés, le fait d'avoir ce genre de choses, on sait exactement quel binaire est déployé où, comme je l'ai dit, et on peut même chiffrer les binaires, ce qui fait qu'on est garanti que le binaire n'a pas été altéré entre le moment où il a été testé et le moment où il est déployé dans un environnement critique de production. Donc, tout ça, ça demande quoi? Ça demande de la discipline. Donc, souvent, ce qu'on entend par rapport à l'agilité, c'est l'agilité, c'est un peu en mode cow-boy, on arrive et puis on fait ce qu'on veut. Non, bien au contraire. Les équipes agiles sont des équipes où il y a énormément de discipline. On a un cadre de travail qui est fixé de manière auto-organisée. L'équipe décide de son cadre de travail. En revanche, au sein de ce cadre de travail, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la discipline. Il faut qu'on s'assure que tout le monde respecte les règles qu'on s'est fixées. Et si on se fixe des règles sur les pratiques, ça demande un peu de discipline, de se dire oui, je vais écrire mes tests à l'avance parce que là, ça le nécessite. Oui, je vais garantir que j'ai toujours de l'automatisation au maximum possible sur mes tests, sur mon déploiement, oui, je vais faire le nécessaire pour fixer le bug que j'ai introduit dans un environnement, etc. Donc il faut être très discipliné pour arriver à faire ça. Et ça demande de la rigueur. Ce qui ne veut pas dire que ça se passe pas en bonne entente et que ce soit pas fun. Ça peut être très fun. Et le gros avantage, c'est que toutes ces pratiques, et il y en a plein d'autres, hein, j'en ai cité que quelques-unes, mais il y en aurait sans doute beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Ces pratiques se renforcent les unes les autres. Typiquement, test-driven et refactoring, clairement, elles sont liées ces deux-là. Le fait d'automatiser les tests et de faire de l'intégration continue et du déploiement continu, c'est effectivement complètement lié. Et plus vous allez
augmentez ces pratiques au sein de votre équipe, plus en général vous allez augmenter votre niveau de qualité. Donc une petite question, lesquelles de ces pratiques est-ce que vous utilisez? Alors je vais vous laisser répondre, et comme on est un petit peu pris par le temps, je vois qu'il y a quand même pas mal qui sont utilisés, c'est intéressant. Comme on est un peu pris par le temps, je vais avancer malheureusement. Voilà, donc il nous reste, je crois, 3 slides de tête ou 4 slides de tête, donc ça devrait tenir. Donc, un petit point sur quelles pratiques sont effectivement utilisées dans les équipes. Donc, ces chiffres viennent de la 14e édition du State of Agile Report, qui est fait par un éditeur de logiciels qui s'appelle Version One. Donc, sur l'ensemble, il y a 40 000 personnes qui ont répondu depuis le démarrage de ce rapport. Ça ne veut pas dire que ces chiffres-là sont basés sur les 40 000, hein, c'est historique, mais malgré tout, ça donne quand même un petit peu de poids à ces chiffres. Et on voit que la grande majorité des équipes, 67%, utilisent de unit testing, que 58% disent qu'ils ont des standards de code, que l'intégration continue est utilisée dans 55% des cas, et que 43% font du refactoring. Et après, les autres techniques, les autres pratiques sont déjà beaucoup plus, je dirais pas anecdotiques, mais en tout cas, c'est moins fréquent. On voit que le pair programming et le test-driven development sont à peu près à 30%, par exemple. Ce qui est surprenant, c'est qu'aussi le collective code ownership n'est qu'à 29%, alors que c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre, d'après moi. Mais voilà, on voit que même dans des équipes qui se prétendent agiles, il y a encore des progrès à faire, et c'est une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui ici à faire ce talk. Hein, c'est pour essayer de vous familiariser aussi avec ces pratiques de développement et vous encourager à les mettre en œuvre. On a parlé de la dichotomie un petit peu entre la qualité d'un côté et puis la vitesse de l'autre. On voit dans la même étude que 70% des répondants disent que voilà, la vitesse de delivery est accélérée quand on met en pratique certaines de ces pratiques DevOps, notamment l'intégration continue et le déploiement continu. Et 62% disent que la qualité s'est améliorée. Donc c'est les deux premiers chiffres. Ça prouve bien que cette dichotomie est bien la bonne. Hein. En général, on essaye d'avoir le maximum de qualité, mais tout en conservant la vitesse. Et c'est ce que les pratiques qu'on vient de citer permettent de mettre en œuvre. C'est d'ailleurs ce qui est repris dans Accelerate, qui nous dit que, alors une information qui est intéressante, c'est que voilà, la performance de la livraison logicielle impacte directement les performances organisationnelles et non commerciales de l'organisation. Donc ça veut dire quoi? Alors j'ai fait une traduction un peu mauvaise du français, mais en gros c'est plus vous êtes rapide et vous avez une bonne qualité à livrer du logiciel, et en général plus vous êtes performant sur votre marché. Et donc dans le bouquin il parle des quatre métriques majeures qui sont le lead time, c'est-à-dire combien de temps ça prend entre le moment où vous avez une demande de changement et le moment où la demande de changement est mise en production, la fréquence de déploiement, le temps moyen pour réparer en cas de problème en production, et puis le pourcentage de changements qui amènent à des erreurs en production. Donc ces quatre mesures, en fait, qui sont les mesures qui ressortent des chiffres d'Accelerate, je vous invite à lire le bouquin. Je l'ai là, c'est une saine lecture. D'ailleurs, vous voyez, il est bien coloré. Donc ces quatre notions, si on la ramène à notre fameux quality versus speed, on peut dire que voilà, on a le mean time to repair d'un côté, avec le change fail percentage, qui sont vraiment les mesures de qualité, et puis le lead time et le deployment frequency de l'autre côté, qui sont vraiment le speed. Et en fait, ce que le bouquin nous apprend, c'est que c'est pas antinomique finalement. Plus fréquemment on déploie,
Et finalement, plus on améliore la qualité, parce que les releases deviennent un non-événement. Et quand on le fait souvent, on prend moins de risques. Donc le fait de délivrer rapidement, de mettre en production souvent, ça nous permet en général d'être plus stable et d'avoir un mean time to repair qui décroît et souvent d'avoir aussi une plus haute capacité à réparer les choses rapidement si jamais il y a un souci. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des questions? Oui, je vais refléter une question qui est arrivée dans le chat. Après, bien sûr, j'invite les personnes à compléter la question, si elles le désirent. Donc, c'était à propos de la partie testing. SonarCube reste limitant et ne suffit pas dans bon nombre de cas. Comment tu matérialises l'utilisation des patterns ou autres, analyse statique de code en général d'ailleurs? Question de Johan. Pourquoi ça ne m'étonne qu'à moitié? Alors, SonarCube, effectivement, reste limitant. Alors déjà, implémenter SonarCube, c'est déjà bien. Ça fait un bon démarrage. Après, je sais qu'il existe des outils, ça dépend des environnements de développement, et il existe des extensions pour valider l'architecture. Il y a des outils d'analyse statique qui permettent d'essayer de chercher de la duplication de code, notamment avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Il y a de plus en plus d'outils qui font des choses comme ça. Alors, c'est bien d'un côté, mais c'est pas suffisant. Je pense que on fera jamais mieux que le fait de se dire, on fait du pair programming, qu'on implémente des pull requests, ce qui fait qu'il y a une revue de code aussi grâce à la pull request. Ce genre de pratique, à mon avis, finalement, est peut-être moins difficile à mettre en œuvre parce que les outils, c'est toujours un peu compliqué. Et puis un outil, s'il est là mais qu'on le regarde jamais, moi j'ai vu plein d'équipes qui mettaient en place SonarCube ou SonarCloud. Et puis après, en fait c'est bien, mais on regarde pas les métriques qui en sortent. Donc si c'est mettre en œuvre un outil pour ne pas le regarder derrière ou pour se dire surtout je ne veux pas le regarder parce que je sais que c'est tout rouge et que je veux pas mettre mon nez dedans parce que ça va me ramener plus de travail, je vais être obligé justement de cleaner mon code pour qu'il soit pas tout rouge, SonarCube, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. Avez-vous des recommandations de board/backlog pour s'essayer à l'extreme programming sur un side project en petite équipe? Alors, si c'est une petite équipe, je dirais le plus simple, c'est sans doute le mieux. Donc, si c'est juste pour un petit projet, Trello peut être très bien. Après, des outils, il y en a pléthore. Le truc, alors, c'est moins Covid-friendly, mais ce que je recommande le plus, c'est finalement un board physique avec des bons vieux post-it. Si vous avez la chance d'être colocalisé, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Si c'est pas le cas, Trello est pas mal. Nous, en interne chez Agile Partner, on utilise Azure DevOps, qui a l'avantage de marier à la fois la gestion de board et de backlog, plus la gestion de wiki, plus la gestion de code source, plus l'intégration continue, déploiement continu, etc., plus la gestion de dépendance. Donc c'est tout packagé dans un. Il y en a beaucoup. L'outil le plus utilisé, a priori, ce serait Jira. Mais bon, pour un petit projet Jira, ce serait à mon avis un overkill. Alors, plus tôt dans la conversation, il y avait aussi une remarque ou une question sur l'étude avec les 15% qui étaient sur le premier slide. Ouais. L'étude commence un peu à dater, parce qu'elle date de 2000. Est-ce qu'il y a des données qui sont plus récentes ou qui confirment ou peut-être qui infirment? Alors, il y en a sûrement. Alors, je pense qu'il y a deux choses, hein. Il y avait ça. Alors ça, c'est sur le site de l'Agile Alliance. Les 15%, ils disent que c'est empirique, hein. Ils disent pas quelle étude. Peut-être que sur la page, il y a des liens sur les études en question. Si, justement, pardon Cédric, mais c'est pas la même étude en fait, Mathieu. J'ai pas posté la même. Les 15% qui sont cités ici, c'est ceux de l'étude d'Alistair Cockburn en fait, qui date de 2000. C'est encore une autre que celle que tu as citée. Ouais. Et après, il y a c'est Software Defects Reduction Top 10, c'est encore une autre étude, effectivement.
Mais celle-là date de 2001 aussi. Alors malheureusement, c'est ce genre d'études, il y en a pas souvent parce que ça va être assez compliqué à faire. Et effectivement, ces chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes. Il y a peu d'organisations qui arrivent à mesurer le coût exact de la qualité. Et c'est bien pour ça qu'on a du mal parfois à convaincre. C'est que, mais le mieux finalement, c'est entre guillemets, essayer, c'est l'adopter. Donc, essayer de mettre en œuvre les pratiques et vous verrez bien si ça améliore les choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir une étude avec des chiffres qu'on va vous jeter à la tête. C'est voilà, expérimenter et vous verrez si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Moi, après avoir expérimenté, je vous dis, toutes ces pratiques-là, je les ai vues mises en œuvre dans des équipes et ça n'a fait qu'améliorer les choses. Donc, il n'y a pas. Je pense que les études sont utiles pour argumenter et justifier, mais comme on le disait, on en discutait à midi avec Mathieu, pour convaincre, le mieux c'est de montrer qu'il y a des résultats en fait. Alors, il est 14h02. J'ai pas vu passer d'autres questions. Vous pouvez bien sûr prendre la parole. Donc on va juste vite fait signaler le prochain. Vas-y Mathieu. Le prochain METESH donc, qui aura lieu dans 2 semaines, mardi dans 2 semaines, avec pour sujet l'agilité et l'UX. Est-ce qu'on parle de concurrence ou de complémentarité? Et voilà. Eh ben, merci beaucoup de votre attention. Et je vous rappelle aussi qu'il y a la page LinkedIn Agile METESH qui existe. Si vous ne la trouvez pas, vous nous retrouvez sur les réseaux Cédric ou moi, et puis on se fera un plaisir de vous inviter ou de vous renvoyer les liens. Et pour la prochaine fois, ce sera plus moi. Je serai occupé à autre chose, mais il y aura toujours Mathieu qui sera présent, et puis ce sera Greg qui va co-animer le prochain Agile METESH. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre attention à tous, et on vous enverra évidemment le support de la présentation. Bonne journée, au revoir.